Et je vous présente tout de suite mes invités. Anaïs Voigilis, bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions industrielles. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Dimitri Carbonel, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. Dimitri, expert énergie-climat, auteur de ce livre 2050, Crash ou Renaissance, publié aux éditions Librinova. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Dimitri. Oui, il y a un point qui est important, c'est que si par exemple un constructeur automobile achète son acier en Europe et qu'il trouve un acier qui est équivalent avec les mêmes émissions de carbone qui sont faites par exemple au Japon ou ailleurs, peu importe, évidemment il ne paiera pas plus, enfin il n'y aura pas de taxes additionnelles. Ou même, je reprends un exemple, par exemple un aciériste japonais qui produit en dessous d'un certain seuil, donc une limite qui est fixée au niveau européen, ne paiera pas justement donc ça de somme incite ces additionnelle. pays-là à être mieux-disants en termes d'émissions carbone, c'est ce que vous nous Alors, dites. effectivement, Ouais. après, il y a un autre point concernant la traçabilité. Il y a comme un mécanisme de, entre guillemets, par défaut. Si, et ça peut être d'ailleurs un moyen, entre guillemets, d'avoir des informations, c'est si, comment dire, si le producteur va au-dessus effectivement d'un certain seuil, par défaut, on va lui donner une sorte de émission de CO2 qui va être important, hein, et il n'aura potentiellement pas à le justifier. En dessous, s'il est en dessous d'un certain seuil, là, il aura peut-être effectivement des éléments à donner, hein, pour justifier qu'il paye moins que... À vous écouter les uns les autres, pardon, mais on se dit que c'est effectivement compliqué, on attend d'avoir le détail. Alors, c'est pas complètement clair aujourd'hui, mais en ce qui concerne toutes les entreprises européennes qui exportent dans des pays hors de l'Union européenne, donc qui ne sont pas soumis à ça, aujourd'hui, en fait, ne pâtiraient pas, entre guillemets, justement de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce qui veut dire qu'elles pourraient avoir un avantage compétitif à produire avec moins, évidemment, d'émissions de CO2, et donc pouvoir en faire bénéficier ou exporter à moindre coût d'autres pays. Et il y a comme aussi un autre point, c'est qu'il y a comme un lien très fort entre les émissions de carbone et d'un côté l'énergie qui est utilisée. Alors évidemment, si on utilise le charbon, c'est autre chose, mais de telle sorte que ça va aussi inciter un certain nombre d'entreprises à décarboner, donc réduire leur utilisation d'énergie et donc potentiellement trouver des solutions et exporter derrière ailleurs qu'en Union européenne et pas uniquement. J'ai une question technique, c'est comment ça se mesure, mais surtout comment ça se vérifie. Comment on sait, est-ce que c'est du déclaratif, les entreprises disent, bah voilà, j'ai mes temps, ou est-ce que on va aller, alors, comment on vérifie en Europe, mais comment on va les vérifier en Chine, qu'un sidérurgiste chinois va nous dire, bah oui, non, moi je respecte, ou je suis en dessous de tel... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des canevas, et notamment il y a ce qu'on appelle le bilan carbone qui permet d'avoir grosso modo une idée de combien, en fonction d'électricité qui est utilisée, enfin la source d'énergie qui est utilisée, d'avoir une grosse maille de effectivement la quantité. Après, alors même si c'est un petit peu ce que je disais auparavant. Mais ça, le bilan carbone, les entreprises ne sont pas obligées de le faire. Non, mais à ce moment-là, ce qu'on peut très bien faire, c'est dire, écoutez, on a calculé que, par exemple, pour une tonne, on voit qu'en général, vous utilisez du charbon pour le faire. Une tonne, grosse maille, eh ben, ça va faire autant d'émissions de CO2 parce qu'on considère que vous utilisez du charbon pour le faire. Ah, très bien, vous n'utilisez pas que du charbon. OK, prouvez-le nous que l'électricité provient de tel type d'endroit. Et à ce moment-là, potentiellement, on peut réduire effectivement les émissions de CO2. Donc, on peut le faire de cette manière-là en ayant un seuil assez haut. Oui. Il faudrait prouver qu'on soit en dessous, en fait. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas... Il dit, ben, moi, mon électricité vient d'un barrage hydroélectrique. Qui va le vérifier? On va envoyer des gens là-bas, Ah ouais, on va demander... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être capable de mettre en place un audit. Et si, imaginons que l'audit soit on n'ait pas la capacité de faire l'audit, on dit, bah, écoutez, quand vous dites que ça vient d'un barrage hydroélectrique, ben non, vous n'êtes pas capable de le prouver de manière certifiée. Et après, il y a des organismes certificateurs comme Veritas ou d'autres qui sont capables de le faire. Après, mais vous avez raison. Potentiellement, il peut y avoir même, entre guillemets, de l'espionnage économique derrière, hein, pour l'Union européenne, pour dire, bah, tiens, on a les moyens de savoir comment, effectivement, vous produisez tel ou tel type de produit. Dimitri Carbonel, là on est vraiment au cœur de la machine, on comprend bien qu'elle est complexe et qu'on n'a pas encore tous les détails, mais vous disiez c'est 14 milliards, c'est ça grosso modo, on annonce qu'on va récupérer cette somme grâce à la taxe. Il faut savoir à quoi on va l'utiliser. Donc ça peut être à accompagner des industries qui sont polluantes, qui bénéficiaient de quotas gratuits, à dépolluer, à changer de logique, à changer de paramètres. Alors, a priori, il est prévu qu'environ, je crois, 75% qui reviennent au budget européen, puis après, derrière, qui puissent être redistribués donc, aux États. Mais effectivement, il y a certainement des systèmes de compensation, mais encore une fois, compensation...
ce serait absurde que ça soit donné, par exemple, à l'industrie dans le domaine effectivement du ciment. On utilise énormément c'est très carboné. Si par exemple on utilise d'autres techniques pour développer, je sais pas, l'utilisation de l'hydrogène ou d'autres sujets, là effectivement, là c'est intéressant effectivement d'accompagner l'entreprise d'une part en termes d'investissement et peut-être aussi entre-temps pour qu'elle puisse arriver au haut niveau. Après, il faudra voir est-ce que ça suffit ou pas. Et après, effectivement, il faut voir aussi par rapport à la concurrence qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne, à quel rythme ils vont. Si on compare ce que l'Europe est en train de mettre en place, on a bien compris, c'est compliqué, on attend les détails, c'est plutôt novateur, je pense que ça n'a jamais été mis en place. Et puis à côté de ça, il y a les Américains qui proposent une mesure qui est plus simple, peut-être plus clairement protectionniste aussi. C'est des crédits à nos entreprises et on peut même aller jusqu'à interdire certains produits entrants si on les juge trop polluants. Le plus efficace, ça va peut-être être le système américain, non ? Alors à court terme, sans doute. À long terme, peut-être pas. Ouais. Dans le sens où... parfois, c'est ce que je dis, c'est que d'un côté, les entreprises aujourd'hui, notamment sur le plan européen, sont en train d'apprendre à faire du 110 mètres haies, alors qu'auparavant, ils faisaient du 100 mètres. Et peut-être aux États-Unis, ils sont en train d'apprendre à faire du 80 mètres direct. Sauf qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie qui va aussi toucher, que ce soit la Chine ou les États-Unis, avec la problématique au niveau des matières premières, les entreprises seront de plus en plus face à des 110 mètres, 120 mètres haies, avec des haies qui seront de plus en plus hautes. Donc l'Europe sera préparée, c'est ça ? Exactement. Parce qu'elle sera mise plus tôt. C'est exactement. Même donc on va souffrir pendant quelques années. Mais avec le risque de perdre des marchés aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, disons que je pense que l'Europe est en avance. Ça fait mal, soyons clairs, on va trébucher de temps en temps sur un certain nombre de sujets, mais en revanche, on anticipe beaucoup plus par cette démarche-là, et nos entreprises seront beaucoup plus fortes parce que s'il y a une crise énergétique, comme on vit effectivement en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ça va faire quand même nettement plus mal, parce qu'ils ont tellement l'habitude que tout leur soit donné avec l'Inflation by Act, notamment, que ça va être catastrophique. Mais cette taxe carbone aux frontières européennes, vous l'avez dit, l'Europe, c'est quand même un marché gigantesque. Si on se place du côté d'un pays ou d'une grande entreprise polluante à l'étranger, l'idée, c'est quoi ? C'est de l'inciter à faire des efforts, à dépolluer sa production pour garder l'accès au marché européen ? Est-ce que c'est à peu près ça ? Oui, parce qu'effectivement, elle ne paiera plus, justement, elle ne paiera pas de quota carbone, donc ce qu'on connaît tout à l'heure. Donc, il aura tout intérêt à le faire. Et alors là, c'est peut-être effectivement l'autre avantage, c'est que potentiellement, il pourrait, en fonction effectivement du mode de production, aussi le vendre ailleurs qu'en Union européenne. Il y a peut-être potentiellement, après, il y a quand même un point au niveau de la production, c'est que lorsqu'on a un outil de production, on a tendance à le garder le même pour l'ensemble, pour le monde entier. Donc, ce qui signifie quand même que ça peut effectivement engranger une sorte de cercle vertueux. Mais il y a un autre point, ce qu'on a dit, c'est la régionalisation va faire que de toutes les manières, on va avoir de plus en plus tendance à prendre effectivement des choses qui sont autour de nous, et que si les enjeux géopolitiques se tendent, on a tout intérêt à faciliter l'intégration de production en interne. Et les entreprises sont au courant de ça. On l'a vu à travers le Covid, mais on le voit sur plein d'autres sujets. C'est quoi ? C'est de booster la filière de l'hydrogène vert, parce que c'est un objectif européen ? C'est ça la logique ? Il y a comme... Rapidement, l'hydrogène, on peut le produire à partir de méthane, ce qui est émetteur fortement de CO2. On peut aussi faire l'électrolyse, donc on utilise l'électricité. Mais si l'électricité vient d'usine à charbon ou d'usine à gaz, votre hydrogène, il n'est pas vert, quoi. Oui. Et donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir une filière d'hydrogène vert, mais qui provient d'énergie soit pour être d'énergie renouvelable, même si pour être tout à fait honnête, ça va être quand même compliqué parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie ou de nucléaire potentiellement. C'est aussi ça l'enjeu. C'est vraiment d'avoir une filière qui est décarbonée de bout en bout. Vous pensez qu'il nous faudra combien de temps pour juger de l'efficacité de cette mesure ? Moi, je termine ce débat en me disant, mais bon, ok, on n'est pas sûr, si on se dit c'est historique, on est les pionniers, mais dans combien d'années on pourra dire ça aurait été une bonne idée ? On va voir, peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, mais je pense quand même que la démarche, parce qu'aujourd'hui, déjà dès 2023, les entreprises doivent évaluer l'impact effectivement carbone de leurs importations. On met 3 ans, c'est à la fois court et
c'est à la fois long. Je pense que l'Union européenne est en train de tâter un peu le terrain, voir ce qui marche pas. Je pense que c'est une grosse expérimentation, entre guillemets, qui est en train de se passer. Il y aura des ajustements par la suite, et je pense que ça, c'est positif. Ils expérimentent quelque chose, ils savent pas trop où ça va aller pour l'instant. Bon, ils ont une grosse idée, mais il y a plein de petits détails ou des trucs qui vont aller, des trucs qui vont pas aller. Et je pense que cette expérimentation, effectivement, a un impact, mais elle est essentielle. On a 3 ans pour le voir. Anne-Sophie, Alcif.